Le monde du travail étant ce qu'il est, on reste toujours d'être surpris par un ou un autre événement. Cette semaine, Olivier est malade, puis c'était pas prévu de notre planification mensuelle de podcast. Non. Par contre, on gardait dans notre manche quelques épisodes Joker au cas où l'un de nous deux n'était pas top shape. C'est aujourd'hui qu'on va jouer notre premier Joker pour s'assurer que je n'ai pas trop à vous parler avec ma voix de congestionnée. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du rhum, de sa création jusqu'à la Révolution américaine. C'est un sujet un peu plus léger, un peu plus fun et bien arrosé. On va regarder un Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice, deux pirates barbus qui, généralement, boivent du rhum en enregistrant, vont vous parler de ce jeu de pirates parce que, hey, des fois, il faut se faire plaisir un peu et joindre l'utile au désagréable. Voici l'histoire du rhum. Aujourd'hui, on va parler de rhum. Fait que je vais me faire aller en tant qu'historien, Et on va se faire une petite histoire de ce breuvage des dieux. OK? Il faut comprendre, le rhum, c'est probablement l'alcool fort le plus influent de toute notre histoire. Le seul alcool qui est plus influent que ça, c'est le vin. Parce que le vin a essentiellement sauvé l'humanité. Hein? Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. C'est bon. Le rhum a créé le monde moderne, a créé le commerce international intense, a créé des industries monolithiques. Pour une des premières fois, il y avait des endroits dans le monde qui sont mis à produire une chose, ou à peu près. Donc, essentiellement, ça a été le moteur de création du genre d'économie qu'on voit encore aujourd'hui. Puis tout ça, c'est arrivé juste un tout petit peu avant l'époque des pirates. OK. Mais avant d'aller plus loin, on va écouter une petite pub fort intéressante. Voyons donc, Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé là? J'ai passé toute ma paye dans la marchandise de Go Pirate. Regardez, on a un magnifique ici, un tricorne sans corne. Les gens appellent ça des casquettes. Ici, regarde, moi, quand je mange, je me salis. Fait que je me suis acheté un beau gros drapeau Go Pirate, tu comprends? Comme bavette. Comme bavette, tu mets ça ici dans ton chandail. Hein? Uh-huh. Et voilà. Il y a une de nos membres qui nous a dit tu devrais faire un chandail qui est écrit Chaotic Good. Vous pouvez faire ça, vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, hein, puis on peut vous faire quelque chose, si c'est possible, en quelques minutes pour que vous puissiez l'acheter. Tant et aussi longtemps qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment content. J'aimerais que vous remarquiez un petit peu ici que j'ai un magnifique masque Go Pirate contre la couronne Vérole. GoPirate.com/shop. Bon, Maurice, comme on n'est pas tous des fins connaisseurs comme toi, hein? Ça, je pense que ça vaut la peine de poser la question. Qu'est-ce que c'est le rhum? Le rhum, c'est un distillat de déchets industriels. Rien de moins. Rien de moins. Ce qui explique le fait qu'au départ, le goût était ce qui était, puis c'était correct. Mais l'idée avec le sucre qui est nécessaire pour le rhum, on parle de la canne à sucre qui avait été importée de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est, puis on peut ramener jusque dans les Caraïbes comme source de sucre. Donc, on va extraire le jus, on va le faire évaporer, puis le résultat cristallin, c'est essentiellement des mottes de sucre, puis c'est ça qu'on vendait. Mais il reste toujours une substance derrière qui était noire, qui était sucrée quand même encore un peu, mais beaucoup moins, puis qui n'était pas vraiment utilisable à quoi que ce soit. Ça s'appelle la mélasse. On connaît ça, nous, au Québec, la mélasse, Maurice. On connaît ça au Québec, la mélasse. On va en parler un petit peu tantôt du pourquoi. Donc, le rhum, essentiellement, c'est ça, c'est de la mélasse qui a été diluée dans de l'eau, qui a fermenté, puis qu'on distille après ça. Mais naturellement, on n'a pas commencé en faisant ça. Au départ, on ne savait pas que c'était possible. Ça a pris ils ont des gens qui étaient entreprenants pour commencer à le faire. Je l'ai expliqué un peu tantôt, le rhum, à partir de son origine comme produit très, très, très secondaire, est devenu un des produits principaux de commerce dans tout le 18e siècle, qui est un petit peu plus tard. Oui. C'est sûr que ce n'est pas le premier produit qu'on a distillé. Il y avait déjà des expériences avec la distillation qui se faisaient en Égypte en l'an 800. Le brandy a émergé, un brandy qui est essentiellement du vin qui a été distillé. Donc, le processus de distillation, c'est de faire
enlever l'eau. Donc, on fait évaporer le produit, mais l'alcool s'évapore plus rapidement que l'eau, donc il bouille beaucoup plus rapidement. Donc, on va récolter l'alcool qui reste avec un alambic, puis l'eau, on ne le fera pas bouillir jusqu'au moment où l'eau s'évapore complètement. Comme ça, on va se retrouver avec un produit alcoolique beaucoup plus fort. Donc, on prenait du vin. Le nom brandy vient de Brandewine, qui est essentiellement vin brûlé. Donc, on fait brûler le vin, on concentre l'alcool, puis c'est ça qu'on expédie. Parce que le vin, ça ne s'exporte pas nécessairement toujours bien à l'époque, avec des longs voyages en bateau. Puis, le fait, c'est que ça prend beaucoup de place. Mais le brandy, beaucoup moins parce que c'est concentré. Donc, le brandy prend beaucoup moins de place que le vin dans les cales de bateau, ce qui le rend beaucoup plus intéressant côté économique à vendre. Oui. Ce qu'on faisait après ça, c'était souvent de le rediluer avec de l'eau, ce qui ne le ramène pas en vin, mais qui le rendait quand même consommable sans que le taux d'alcool soit trop excessif. Donc, comme je disais, 14e siècle, on voit le brandy arriver. Le whisky va arriver vers la fin du 15e siècle. Puis, la façon pour faire du whisky ressemble au brandy, ça reste de la distillation encore, mais on faisait ça avec des restes de bière, parce que le whisky, c'est fait à partir de grains. Donc, on faisait de la bière, puis avec le mash qui reste, bien, c'est ça qu'on utilisait pour faire du whisky. Ça ne faisait pas du bon whisky, encore une fois, ça veut dire que c'était un restant de déchets industriels, mais la création du whisky à la fin du 15e siècle a donné essentiellement le blueprint, le plan sur comment créer le rhum par après. Donc, le rhum, en tant que tel, a fort probablement été créé dans les Caraïbes dans le premier quart du 17e siècle. Okay? C'est possible qu'il soit apparu avant. Donc, il y a une théorie qui dit que peut-être que le rhum est d'abord apparu en Inde parce qu'on faisait déjà bouillir le jus de canne à sucre là-bas pour créer le sucre. Donc, on créait de la mélasse. Mais il n'y a pas eu d'industrie vraiment qui s'est créée, puis on n'a pas de traces de ça. Non, les premières traces qu'on a de rhum en tant que tel, ça nous vient de la Barbade dans le premier quart du 17e siècle. Okay? La Barbade, à l'époque, était un des plus grands producteurs de canne à sucre. On a les premières mentions dans les manifestes de navires d'un produit alcoolisé dérivé de la mélasse à partir de 1628. Mais c'est spécifié là que ça pue et que ça goûte extrêmement mauvais. OK, fait que la première trace de l'existence du rhum serait dans les logs, dans le fond des navires. Oui. OK, c'est intéressant. La marine anglaise avait ça comme principe qu'il n'y avait pas nécessairement ailleurs, et c'était de tout écrire, tout loguer, puis c'est encore conservé aujourd'hui. Ce qui fait que la plupart de l'histoire qu'on a sur tout ce qui est l'époque des pirates, notamment, nous vient de la marine anglaise parce que c'est l'endroit où tout était encore consigné. C'est intéressant, sachant que faire les inventaires ont contribué à l'invention de l'écriture. C'est encore le cas ici, on le voit encore. Là. Exact. Donc, ce premier rhum-là n'était pas très bon. En fait, il n'était absolument pas bon. Il n'était pas non plus créé pour être exporté, mais vraiment pour être utilisé de façon locale. Fait qu'il pouvait bouger entre certaines îles, pouvait aller jusque dans les colonies d'Amérique du Nord, mais pas en très grande quantité. Il était tellement mauvais et tellement fort, parce que quitte à faire du rhum, on va s'arranger pour qu'il soit le plus concentré possible en tant qu'alcool. On appelait ça du kill devil, du tue-diable. Ça donne le goût d'en boire. Il fallait être un petit peu désespéré pour en boire. Donc, au départ, ce kill devil-là était donné aux travailleurs sur les plantations, qui n'étaient pas des esclaves, mais qui étaient encore des contractuels, c'est-à-dire que ceux qui voulaient quitter les pays d'Europe pour venir s'établir en Amérique du Nord, ça coûtait de l'argent, ça. Donc, comme la plupart de ces gens-là étaient pauvres, puis c'est la raison pour laquelle ils voulaient quitter l'Europe, aller se faire une nouvelle vie ailleurs, mais ils signaient un contrat. Puis pour les Britanniques, un contrat était de 7 ans où ils étaient essentiellement des esclaves pendant 7 ans. Après ça, ils étaient libérés pour faire tout ce qu'ils voulaient. Mais durant ces 7 années-là, ils allaient travailler notamment sur les plantations. Puis les Européens, n'ayant pas la constitution pour vivre, travailler dur dans le climat des Caraïbes, c'était
une tâche extrêmement difficile. Donc, pour amenuiser la douleur et la souffrance qu'elle a avec, on leur distribuait ce Kill Devil-là, qui essentiellement allait les assommer du matin au soir, puis ils allaient pouvoir travailler en étant fin sous. OK. Pour vous donner une certaine idée, probablement que ça devait goûter puis avoir les mêmes effets que de boire de la térébenthine. Nice. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mentions à l'époque de gens qui meurent par avoir bu trop d'alcool. Puis pas juste par empoisonnement, on parle avec le temps. Ça détruit tes organes tellement cette affaire-là, c'est méchant. Là. Ça reste des déchets industriels encore. Ah ouais. Donc, les grands concurrents à l'époque, c'était le vin de Madère qui était produit par les Espagnols, puis le brandy qui était produit un peu partout en Europe. Donc, ça, c'était des alcools vus comme plus nobles, okay, qui se transportaient bien. Le vin de Madère, qui est un vin qui est fortifié, donc qui est fortifié avec du brandy, qui le rendait plus apte à se conserver longtemps. Donc, à cette époque-là, si on avait de l'argent, on buvait le vin de Madère, puis le brandy, puis le rhum, c'était pour les pauvres. C'était d'abord pour les îles, mais rapidement, on a commencé à en faire un peu le commerce avec les colonies. Mais c'était tellement mauvais, puis vu comme tellement dangereux, que les premières lois pour limiter le rhum dans les colonies datent de 1650. Okay? Ah ouais. De plus en plus de colonies disaient on limitait l'achat, la vente de rhum juste pour éviter d'avoir une population qui était complètement saoule tout le temps. Donc, à cette époque-là, dans les colonies, le produit principal pour le peuple alcoolisé, c'était du cidre. C'était du cidre fort que peut-être entre 8 et 20 % d'alcool. C'est haut, ça, 20 %. Hein? J'aurais aimé ça, cette époque-là. Je suis un grand fan de cidre. Ben écoute, tu te lèves le matin, tu buvais du cidre. Tu as soif durant la journée, tu bois du cidre. Il ne faut pas oublier que la plupart des gens, c'était des colons européens. Puis en Europe, tu ne bois pas de l'eau. On sait ça depuis des siècles et des siècles parce que l'eau est polluée. Donc, c'est boire de l'eau, tu vas mourir. Tu vas être malade puis tu vas mourir. C'est une maudite bonne raison de boire du cidre. Ben c'est ça. Pendant longtemps, en tout cas en Europe, on buvait encore surtout du vin pour ça. Puis souvent du vin dilué, mais du vin quand même. En Amérique du Nord, c'était du cidre. Donc, comme je disais tantôt, les premières lois pour restreindre le rhum se sont faites aux alentours de 1650. Ce qui veut dire que les premiers passages de contrebande se sont faits dans les mêmes temps. Puis ça, on avait des points majeurs où la contrebande pouvait se faire. Il y avait d'abord en Géorgie, à Savannah, entre autres, qui était un point super important. Puis, un des grands marchés pour ce premier rhum-là, c'était à Terre-Neuve. Donc, à la place où il y avait des pêcheurs qui passaient leur grande journée sur les bancs de morue, à l'humidité, au froid, avoir un petit peu de quelque chose pour se réchauffer, c'est important. Mais de Terre-Neuve, ça suivait la morue. Donc, ça arrivait jusqu'à Gaspé, puis ça descendait le fleuve pour être essentiellement partout en Nouvelle-France. Puis c'est à ce moment-là que nous, traditionnellement, ici au Québec, encore une fois, si on remonte à nos parents et puis à nos grands-parents, on parle de prendre un verre de petit blanc puis de se réchauffer en hiver. En fait, quand on boit de l'alcool, de dire qu'on est chaud, ben ça vient de cette époque-là. On prend un petit shooter à l'hiver. À chaque fois que tu voyageais en quelque part, tu arrêtes chez toutes les maisons que tu vas trouver dans ton rang, qui des fois pouvaient être assez distantes l'une de l'autre. Juste pour se réchauffer, on prend un petit verre et puis on continue, puis on passe les nouvelles pendant ce temps-là. Fait que peu importe où est-ce qu'était ta destination, les chances sont que quand tu arrives, tu as de la misère à tenir debout. Donc, l'habitude de boire du rhum blanc est arrivée ici au Québec à cette époque-là, à l'époque du Kill Devil, qui était absolument terrible. Donc, ça, c'est la première vague. À ce moment-là, on ne peut pas dire encore qu'il y avait un gros marché pour le rhum. Mais est arrivée une grande guerre, la guerre de succession de la couronne d'Espagne, qui est extrêmement importante pour l'histoire des pirates.
Parce que c'est l'époque où l'Angleterre s'est mis à recruter un grand nombre de privateers, des corsaires, que les Français avaient leurs propres corsaires, et que ces corsaires, tous les deux, s'attaquaient aux riches navires espagnols qui revenaient de l'Amérique. Ah, fait que, tu sais, Maurice, c'est pas pour rien qu'on boit du rhum, hein? Je veux dire, on s'appelle Go Pirate. Puis le rhum et les pirates, il y a un lien là, qui est très, très, très fort, n'est-ce pas? Exact. Donc, c'est quoi le rapport entre le rhum et les pirates? Bien, justement, à la fin de la guerre, la plupart des corsaires se sont fait remercier. Parce qu'un corsaire est essentiellement un pirate légal. Hein. Il y a une lettre de marque qui lui dit que son gouvernement lui donne le droit d'attaquer les navires de certaines nations ou voire d'explorer certaines régions ou différents types de missions. Donc, c'était des gens privés, c'est pour ça qu'on appelle ça des privateers, qui allaient armer un bateau puis qui allaient partir en mission comme ça. Donc, à la fin de la guerre, une des clauses que l'Espagne a réussi à faire pousser, c'est l'arrêt de l'utilisation des corsaires, du moins par les Anglais. Donc, tous ces sympathiques privateers-là se retrouvent plus de travail, mais ce sont des soldats d'expérience. Ils sont encore équipés, ils ont encore des navires, puis tout ce qu'ils savent faire, c'est essentiellement se battre. Hein, beaucoup d'eux autres sont jeunes, ils ont faim, puis les alternatives ne sont pas toujours intéressantes parce que la vie dans la marine marchande ou la marine militaire n'est pas particulièrement bonne. Puis la paye est absolument exécrable à ce moment-là parce qu'il y a eu tellement de corsaires durant cette guerre-là que tout ce beau monde-là se retrouve au chômage maintenant. Donc, le prix pour un marin d'expérience a chuté complètement. Donc, ces corsaires-là sont devenus en bonne partie des pirates qui ont décidé, on va continuer à faire le même métier qu'avant, avec licence ou pas. Ouais. Donc, on imagine souvent les pirates principalement s'attaquer aux navires espagnols pour des trésors immenses et puis tout ça. Puis même si c'était en partie vrai, on va être honnête, la majeure partie des navires attaqués étaient des petits navires marchands parce que c'était beaucoup plus facile que les gigantesques galéons armés jusqu'aux dents. Donc, on se retrouvait avec plein de produits comme de la farine, du sucre, du tissu et du rhum. Parce qu'il commençait à avoir un petit marché de rhum à ce moment-là, puis essentiellement, on finissait de remplir les cales des navires avec de la mélasse et puis du rhum, qui valait toujours pas grand-chose, parce que c'était encore l'époque du Kill Devil, ça goûte très mauvais. Mais pour dire, on ne fera pas un voyage à vide ou avec une cale à moitié remplie. Donc, les pirates saisissaient tout ça. Puis, le rhum avait un avantage fort intéressant, c'est que c'est facile à consommer. Ça a un effet assez rapide. Puis, quand on vit sur un navire, surtout sur un navire où il n'y a pas tant de discipline que ça, on a besoin d'avoir un peu de divertissement. On a besoin d'avoir un peu de bonheur dans notre vie. Puis, des fois, en ayant bu, c'est la bonne façon pour le faire. Ajoutons aussi que la vie sur un navire pirate n'était pas toujours joyeuse. Le travail est dur, la nourriture est souvent assez exécrable parce qu'on l'a dans plusieurs accounts, donc plusieurs récits de l'époque, qu'on remplissait les cales avec pratiquement tout ce qu'on peut, puis la nourriture, c'était probablement dans les dernières priorités. Ajoutons aussi à ça que l'eau a tendance à croupir extrêmement vite dans ces climats-là. Donc, elle est plus comestible. Donc, c'était connu que après quelques semaines sur un navire, tu arrêtes de boire de l'eau parce qu'elle va juste te rendre malade, puis tu bois autre chose. Donc, souvent, c'était du vin, mais dans le cas de nos pirates qui n'avaient pas nécessairement accès à du vin, c'était la chose qui restait dans le fond des cales qu'ils pouvaient prendre, du rhum. Donc, le rhum, c'est de l'alcool, oui, donc c'est comestible, plus que de l'eau, mais c'est aussi une source de sucre. Donc, il y a un élément de nutrition qui vient avec qui était déficient déjà pour les pirates. Malheureusement, ça a rapidement devenu un élément de nutrition principal, ce qui a causé un paquet de problèmes à beaucoup. Bien des navires pirates ont été appréhendés tout simplement parce que l'équipage était trop saoul pour être capable de réagir. Et comme ça goûtait tellement mauvais, on avait tendance déjà à l'époque à le mélanger avec autre chose, principalement du jus de fruits quand on en a.
Chose intéressante et super importante, c'est que les pirates ne buvaient pas de grog. On associe les pirates et puis le grog là, aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Le grog, ça a été inventé un petit peu plus tard, on va le voir tantôt. Puis c'était spécifiquement inventé pour la marine anglaise. OK. Donc, les pirates n'auraient jamais même pensé à diluer le rhum avec de l'eau. Ils vont préférer le faire avec du jus. Bref, du cocktail. Les premiers cocktails viennent de l'époque des pirates, puis n'étaient pas là pour diminuer la puissance du rhum, c'était juste là pour masquer le goût parce que c'était tellement terrible à boire. Donc, les pirates, étant des bons hommes d'affaires, n'allaient pas laisser de la marchandise comme du rhum se vendre pour pas grand-chose. C'est-à-dire que maintenant, comme on a vu tantôt, il y avait des lois pour contrôler le trafic de rhum dans pratiquement toutes les colonies. Donc, quand il y a des lois, il y a des contrebandiers qui vont arriver pour s'assurer que ceux qui en veulent vont continuer à en avoir. Donc, les pirates ont aidé à mettre en place des véritables corridors de contrebande au travers de toute la partie colonisée de l'Amérique du Nord. Donc, on avait toute la côte est américaine, mais il ne faut pas oublier la Nouvelle-France là-dedans. Un des corridors de contrebande les plus importants, c'était entre Montréal puis Albany dans l'État de New York. Ah, represent. Oui. Donc, le fort Chambly, pas loin de Montréal, a été construit pour contrôler la rivière Chambly puis contrôler les contrebandiers. Ah oui, je ne savais pas. Oui. Donc, l'idée étant qu'on amenait de la fourrure de castor jusqu'à Albany, illégalement, puis on revenait avec du tissu puis du rhum. Donc, la période des pirates n'est pas extrêmement longue. C'est 20-25 ans à peu près. Aux alentours de 1725-1730, c'est déjà fini. On tombe vraiment plus dans une période où la marine britannique domine tout le commerce dans les îles. Les pirates se font pendre à des rapidités incroyables. Donc, il y en a beaucoup moins. Mais déjà, en 1720, le rhum rentre dans la marine britannique. On parle, il est toujours aussi mauvais, ça reste encore du Kill Devil. Mais en 1720, il commence à avoir des rations de rhum qui sont distribuées aux marins pour remplacer l'eau croupie. Puis tout simplement parce qu'elle coûte beaucoup moins cher que du vin et puis qu'il y en a une abondance dans toutes les Caraïbes. C'est devenu une habitude tellement importante que dans le code naval de l'amirauté anglaise en 1756, on a exactement les quantités de rhum qui doivent être distribuées à chaque marin, comment ça va être distribué, à quel moment. Habituellement, c'est 2 fois durant la journée. Et puis, c'était assez pour être non fonctionnel pas longtemps après. Il y avait même, pour aider à masquer le goût terrible de ce rhum-là, la possibilité d'échanger des portions de sel puis de pain pour du sucre et puis des limes. Donc, faire un peu comme les pirates, on s'arrange pour que ça goûte un peu meilleur. Mais là, on s'entend, là, le sel puis le pain, c'est pas mal la nourriture principale que les marins avaient. Fait qu'on se retrouve avec des marins qui ont le ventre vide, mais rempli d'alcool. Ça vaut ce que ça vaut. C'est une combinaison gagnante. Très, hein? Donc, aux alentours de 1740, il y a l'amiral Edward Vernon qui demande à l'amirauté qu'il y ait une dilution avec le rhum. Donc, on ne sert pas de rhum pur, mais qu'on sert du rhum dilué. Déjà, vous connaissez, en anglais, on parle de proof quand on parle d'alcool, la qualité d'alcool. Plus c'est élevé, puis plus le taux d'alcool est élevé dedans. Cette notion-là existait déjà. Parce que quand on distribuait le rhum aux marins, certains capitaines avaient tendance déjà à le diluer, ce que les marins n'aimaient pas. Ils voulaient avoir la preuve que c'était du rhum pur. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mélangeaient avec de la poudre à canon, puis essayaient de la faire détonner. Puis si elle détonne, tu as la preuve que c'est du rhum pur parce que le taux d'alcool est assez élevé. OK. Donc, le proof existait déjà. Intéressant. Mais ce que l'amiral Vernon a fait, il dit, tant pis pour le proof, là, on n'est pas capable d'avoir des marins qui se tiennent debout après leur ration de rhum. Fait ou on enlève la ration de rhum, ce qui n'était pas une option, ou on la dilue. Fait qu'il a mandaté
une certaine quantité de dilution. Puis, mandater aussi que ce soit normal d'avoir du jus de lime ou de citron dans ton rhum avec un peu de sucre. Donc, c'est passé d'une rasade de rhum très forte à un drink. Le drink s'est appelé grog parce que cet amiral-là avait comme surnom Old Grogham, Grogham, c'est un type de tissu dans lequel était fait son manteau. Okay, c'était relativement rare à l'époque, il y avait toujours le même manteau, fait qu'il se faisait appeler Old Grogham. Puis, donc, le drink a pris son nom de grog. C'était pas un très bon drink, hein? On en a fait quelques fois durant des épisodes de Goût Pirate, du grog. Puis, essentiellement, pour nos amis québécois qui nous écoutent, ça goûte un peu comme une ponce. Une ponce, c'est un remède de grand-mère qui essentiellement est du gin, de l'eau chaude, du sucre puis du jus de citron. Puis on prend ça quand on est malade, comme Olivier est malade présentement. Ça m'en prendrait, oui. Eh oui. Les premières ponces, c'était du grog. Fait que c'était connu jusqu'ici au Québec. Puis c'est devenu tellement rentré dans la culture que c'est resté jusqu'à il y a une génération à peu près. C'est aussi l'époque où la qualité du rhum a commencé à se raffiner parce qu'on s'apercevait que ça pouvait avoir une valeur marchande fort intéressante. Les colonies en demandaient de plus en plus. Puis, le commerce pouvait amener le rhum jusqu'en Europe et jusqu'en Afrique. Donc, plus il y avait un intérêt pour le rhum, plus la qualité a commencé à se faire. Puis, au point où le rhum a fini par être vu par les médecins comme un alcool qui était plus sain que la plupart des autres. Donc, la marine anglaise a continué à distribuer le rasade de grog comme ça pendant des centaines d'années. Hein, ça s'est terminé en 1970 où, durant le moment de la dernière rasade, tous les marins avaient des brassards noirs comme s'ils étaient en deuil. Mais déjà, à cette époque-là, ils recevaient beaucoup moins de rhum que quelques centaines d'années auparavant parce que, on sait, quand tu es sur un bateau puis complètement sous, il y a tendance à arriver des accidents. Pas vrai. Prochaine période de rhum super intéressante, c'est l'époque coloniale américaine. Fait que là, on s'entend tout de suite après l'époque des pirates, à peu près dans les mêmes temps où le rhum a gagné en gallons au travers de la marine britannique. Son commerce s'est simplifié puis est devenu de plus en plus important dans les colonies américaines. Donc, dépassé les 1730, il y avait du rhum partout. On parle partout. Il est devenu plus courant même que le cidre. À ce moment-là, le cidre fort était quelque chose qu'on buvait quand même à la place de l'eau à tous les jours. Mais quand tu vas dans les tavernes, c'est principalement pour y boire du rhum et non plus pour y boire du cidre. Le cidre, c'était vu pratiquement une boisson pour enfants puis pour femmes. C'est l'époque où on voyait émerger dans tous les villages une taverne. Habituellement, à cette époque-là, les tavernes, c'était une façon pour permettre aux veuves de pouvoir ne pas vivre aux dépens de la communauté, mais de pouvoir générer leur propre argent. Donc, elles transformaient leur maison en taverne. Puis, pour réussir à vendre quelque chose, elle allait chercher le produit qui était le moins cher possible, qui était du rhum à cette époque-là. Donc, on a vu toute une culture émerger autour des tavernes. Le même genre de culture qu'on retrouve encore aujourd'hui en Angleterre avec les pubs. Donc, quand les gens avaient faim, puis étaient loin de la maison, ils allaient manger à la taverne, ils vont te servir un repas avec de quoi boire. À la fin de ta journée, tu allais boire un peu à la taverne avant de retourner à la maison. Ce qui fait que tu avais une belle place pour passer ta paye, puisque les gens étaient payés tous les jours. Un train de vie raisonnable, ça. Un train de vie raisonnable. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, les gens buvaient énormément. OK? On parle au 18e siècle. J'ai mes statistiques pour l'Américain moyen, mais je peux vous garantir que c'était pareil ici au Québec. Hein? L'Américain moyen consommait 6 gallons de rhum pur par an. Ça fait 6 shots par jour. OK? Puis ça, c'est le rhum. Ça ne compte pas le cidre que tu prends en déjeunant ou en buvant au cours de ta journée. Ça ne couvre pas la bière, si tu en trouves, que c'est de la petite bière. Fait que, ça se boit n'importe quand, n'importe comment. Puis ça ne couvre pas n'importe quel autre alcool qu'on peut réussir à mettre la main dessus. Il n'y avait pas tant que ça, mais quand même.
Donc, nos ancêtres étaient sous du matin au soir. Ça rend le travail plus facile et plus agréable. Ça fait qu'on est capable d'ignorer le fait qu'on est trempé puis qu'on a froid. Ça enlève toutes les douleurs qu'on peut avoir. Ça lève l'esprit. Puis quand on a fini notre journée, fin sous, ben c'est sûr que ce que tu veux faire, c'est aller faire la fête en quelque part avec d'autres personnes puis boire encore plus. Donc, la culture des tavernes est devenue angulaire, une pierre angulaire de tout ce qui était culture à l'époque. Donc, on ne faisait pas juste boire du rhum dont la qualité pouvait varier énormément encore. Hein. On les mélangeait avec autre chose. Mais le jus de fruits n'étant pas toujours facile d'accès partout dans les colonies, on a commencé à mélanger avec autre chose. C'est l'origine, entre autres, du cocktail le plus important de l'époque, qui est devenu important puis qui est resté important jusqu'au 19e siècle, qui s'appelle le flip. Okay? C'est un mélange de rhum, de bière, d'œufs puis de crème. On mélange tout ça. Donc, quand on fait un flip, il y a un rituel avec ça. On mélange les ingrédients en les faisant passer d'un pichet à un autre. C'est ça qui est le flip. Puis après ça, on prend un bâton chauffé au rouge, un bâton en métal chauffé au rouge qu'on trempe dans le mélange jusqu'à temps que tout bouillonne puis ça arrête de bouillonner. Je m'en allais dire, il faudrait l'essayer à un moment donné, mais c'est peut-être un peu hasardeux faire ça dans ta cuisine. Ah, ça se fait, mon grand. Ouais. On va en faire. OK. Donc, le flip, c'est à cause du showmanship qui vient avec, c'est devenu extrêmement populaire, puis ça l'est resté pendant longtemps. Puis c'est aussi, on s'entend, un cocktail qui est extrêmement nutritif. Hein. On a de la crème, puis des œufs, puis de la bière, puis du rhum. Donc, je veux dire, tout le nécessaire pour une alimentation complète et équilibrée. Hein? Mais ce n'était pas le seul drink. C'est là qu'on a vu émerger le Stone Fence, par exemple, qu'on a essayé régulièrement, toi et moi, qui est un mélange de rhum et de cidre à peu près 50-50, avec du sucre dedans. Moi, ça me convient parfaitement. C'est le meilleur des deux mondes. C'est excellent. Puis après un ou deux, on était capable de revivre l'état d'esprit de nos ancêtres. Hein? Après un, Sylvain est assez grand. Ça se prenait par boc. C'est des grosses tasses. Oui. Des pintes. Là. Une autre recette très, très, très fréquente, c'est le Rattle Skull, qui est du porter, qui est un type de bière brune assez épaisse et très nourrissante, qui était très, très, très populaire en Angleterre, puis qui l'a été encore une fois jusqu'au 19e siècle. Mais on mélangeait pratiquement en quantité égale porter et rhum, avec un peu de sucre. Donc, c'est plus proche, si on veut, du flip, mais moins nourrissant. Ça se fait plus facilement. On en a bu aussi plusieurs fois, hein? Et c'est aussi assez puissant. Un coup rendu à ces quantités-là fait la différence entre le Stone Fence et puis le Rattle Skull, surtout quand tu es à ton deuxième. Il n'y a plus grande différence. Je ne suis pas un grand fan de la Porter. Moi, je m'en rendrais compte. Ça prend mon site. C'est aussi l'époque où beaucoup de rhum a commencé à être importé pour faire du troc avec les Premières Nations. Okay? Au début du commerce des fourrures, on leur donnait des morceaux de miroir et puis des billes, puis ce qui valait une fortune pour eux parce que c'était curiosité. C'est des choses qu'ils n'avaient jamais vues, qu'ils n'avaient jamais utilisées, mais on fait le tour assez vite. Donc après ça, il y a eu beaucoup des armes à feu, puis des munitions, puis de la poudre. Mais des marchands entreprenants se sont aperçus que ça coûte sérieusement moins cher de leur donner du rhum. Donc, on veut commencer les négociations, on se monte généreux, on rouvre un petit baril de rhum, on commence à boire et puis à trinquer, puis après, on négocie. Ce qui veut dire que des fortunes en fourrure se sont faites échanger pour quelques shillings de rhum. Là, on parle de quelques petits barils à des gens qui, essentiellement, physiquement, avaient de la difficulté à tolérer l'alcool. Ça ne prenait pas grand-chose pour que les Amérindiens soient lourdement affectés. Oui, c'est comment on appelle ça? De faire des affaires honnêtement. Oui. En fait, on va le dire, certains marchands étaient complètement contre cette idée-là, puis il y a eu beaucoup de pression pour que des lois soient mises en place. Parce que quitte à abuser des gens comme ça,
si tu veux maintenir des relations commerciales sur le long terme, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. En effet. Puis beaucoup de tribus de Premières Nations étaient aussi contre l'idée parce que, je veux dire, ça cause un désordre social constant, puis ça affaiblit la communauté. Ouais. Sans compter que les Amérindiens ne prenaient pas le rhum comme les Européens. Okay? Un Européen qui boit trop va tomber endormi, mais c'était connu à l'époque qu'un Amérindien qui boit trop, et ça n'en prenait pas tant que ça, devenait turbulent. Donc, ça pouvait être dangereux. Donc, beaucoup de gens dans les postes de traite étaient contre l'idée d'échanger du rhum parce que ça mettait tout le monde en danger. On parle souvent de l'échange avec les Amérindiens, de couverture avec il y a des maladies dedans, comme la petite vérole ou des choses comme ça qui ont causé des problèmes immenses puis qui ont essentiellement fait un génocide. Puis on s'entend, la petite vérole a fait un génocide avec les Amérindiens, ça c'est clair. Ouais. Mais les chances sont que c'est que cet élément-là du génocide ait été accidentel. Okay? Ce qui l'est moins accidentel, c'est l'autre partie du génocide, celui qui a été fait par le rhum. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de rhum qui est envoyé dans les Premières Nations, d'abord pour les exploiter au maximum, après ça pour leur enlever la plupart de leurs défenses, pour leur enlever le territoire, pour les rendre plus pliables, un coup que toute ta tribu est constamment en état d'ébriété, ça devient peut-être un peu plus facile à les repousser plus loin. Les morts s'accumulent parce que c'est encore une époque où, encore aujourd'hui, on peut mourir il y a de trop de consommation d'alcool, mais à cette époque-là, l'alcool n'était pas aussi, il n'y a pas d'aussi grande qualité qu'aujourd'hui. Donc, ça a complètement déstabilisé tout équilibre de pouvoir qu'il pouvait y avoir. Les Français étaient moins forts sur vendre de l'alcool aux Amérindiens que les Britanniques. Mais l'idée est que l'alcool est attirant, puis ça crée des dépendances. Donc, beaucoup de Premières Nations qui étaient affiliées avec les Français encore à cette époque-là ont changé leur affiliation pour les Britanniques pour simplement avoir un accès à des grandes quantités d'alcool. Ça a été le cas dans la section qui est aujourd'hui les États-Unis, beaucoup plus que partout ailleurs. Donc, dans cette première époque coloniale-là, on s'entend, le rhum s'est répandu partout. Et c'est devenu un élément important de la société. C'est devenu synonyme d'alcool. Donc, quand on parle de rhum, on ne parle pas toujours nécessairement du rhum fait à partir de la mélasse, mais n'importe quoi qui est alcoolisé, ça pouvait être appelé rhum. Ah, OK. Ça a continué jusque dans la période pré-révolution. Donc, pré-révolution et puis révolution, où là, le rhum a continué à grossir. Okay? Mais plutôt qu'il soit produit dans les îles puis importé jusque sur le continent, il y a des entrepreneurs qui ont juste dit que ça coûte sérieusement moins cher de faire venir juste la mélasse puis de faire notre propre rhum ici. Donc, c'est le premier alcool qui a gagné en importance dans les colonies puis est devenu une industrie majeure. Puis, comme la qualité avait tendance à être meilleure, vu que ce n'était pas juste vu et fait comme des déchets, mais c'était incroyablement consommé à tous les niveaux de la société et c'était exporté énormément. La qualité s'est mise à augmenter relativement vite. Donc, il y avait des importations massives de mélasse. Puis, le rhum est devenu même une devise plus importante que l'or et l'argent. On s'entend? Oui. L'argent étant un métal précieux, il n'était pas toujours facile d'accès. C'est sûr que les grandes transactions se font toujours en argent. Mais la plupart des gens, leur salaire était payé en nature. Hein? Le mot salaire vient de sel. C'était la portion de sel qui t'était donnée en France pour ta journée de travail, puis tu vas en échanger une partie contre autre chose. Aux États-Unis ou dans les colonies britanniques, en fait, c'est devenu une allocation en rhum. Et avec cette allocation-là, tu peux aller l'échanger pour quoi que ce soit d'autre ou le consommer, à ton choix. C'est devenu tellement important
que les gens s'attendaient à avoir leur consommation, un peu comme dans la marine britannique. À tous les jours, ils devaient avoir leur propre portion de rhum, mais en même temps, c'était aussi ce qu'ils utilisaient pour s'acheter à manger, pour payer le loyer, s'acheter de l'équipement. Fait que quand la Révolution est arrivée, la Révolution américaine, okay, là, on a eu des sérieux problèmes. Parce que les îles qui produisaient la canne à sucre et puis la mélasse étaient encore contrôlées par les Britanniques. Fait qu'il y a eu des embargos immédiats. Donc, toute l'industrie du rhum sur le continent a eu des sérieux problèmes. Donc, le peu de mélasse qui arrivait par contrebande. Donc, la production a chuté complètement. Les distilleries se sont mis à fermer. Mais là, il faut comprendre que l'armée révolutionnaire américaine était payée, comme n'importe quelle autre armée, hein, même si c'était des volontaires. Ils n'étaient pas entièrement volontaires, ils recevaient quand même un salaire en rhum. Plus de rhum, plus de salaire. Plus de salaire, plus de soldats. Donc, c'était un débat constant pour les armées révolutionnaires, non seulement réussir à trouver assez de munitions pour réussir à se battre contre les Anglais, mais à trouver assez de rhum pour maintenir l'armée à flot. Donc, que les gens soient payés, que les gens aient assez de courage liquide pour être capables d'affronter une armée qui était mieux équipée puis mieux organisée. Puis, c'était également une façon pour maintenir le tissu social. Puis, plus de rhum, ben, ton tissu social, il diminue. Je ne sais pas comment tu peux-tu faire fast-forward jusqu'à la fin? Ben, écoute, je suis arrivé là. OK. Autant le rhum, dans la culture des tavernes coloniales, a permis de faire ressortir les grandes idées qui ont mené à la Révolution, hein? Autant durant la Révolution en tant que telle, ça a fini tout foiré tout simplement par manque de rhum. Un coup, la Révolution a terminé, ben là, l'histoire du rhum se met à changer. Il va perdre un peu en importance parce que les îles productrices de mélasse demeurent sous le contrôle britannique. Donc, c'est l'époque où on va commencer à voir d'autres types d'alcools émerger en importance, notamment la bière et le résultat du distillat de déchets industriels de la bière, le whisky, qui va commencer à prendre son importance aux États-Unis. Donc, c'est un premier grand chapitre, si on veut, de l'histoire du rhum, puis de son impact un peu partout dans le monde. On s'entend, le rhum était commercialisé à ces époques-là à la grandeur de la planète. C'est le premier produit vraiment international qu'il y a eu. Oui, global. Là. Global. Le rhum, les deux plus grandes devises au monde durant tout le 18e siècle, c'était le dollar espagnol, qui était une pièce d'argent. En fait, les pièces de 8 des pirates, ça vient de là. Puis le rhum, c'était l'équivalent, c'était aussi important un que l'autre, parce que tu pouvais faire confiance à un comme à l'autre, tester un comme l'autre, puis l'échanger contre absolument n'importe quoi. Okay. Si le système s'effondre, Maurice, ça vaut-tu la peine d'avoir des stocks de rhum pour pouvoir faire du troc? Ben oui, hein, pourquoi pas? Et puis, on se rappelle, le rhum, à ce moment-là, ça a été un des alcools les plus importants du monde. Ça l'a tombé d'importance avant de revenir dans les années 80 puis de reprendre ces galons de noblesse quand le rhum de vraiment haute qualité a commencé à réapparaître. Okay. Donc, mais ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir à un autre moment, qu'on n'aura rien d'autre à raconter, puis qu'on peut l'entendre dans ma voix. Là, je parle sans arrêt, puis elle est en train de disparaître. Quand j'aurai plus de voix, à ta prochaine... Prochaine fois que je serai malade, Maurice, on fera la suite. C'est ça. Moi, en attendant les pirates, je vais aller me faire une ponce, hein, parce que... je vais aller chercher des recettes de ponce, là. Ben, c'est facile. Vas-y avec... 2 à 3 mesures d'eau chaude, une mesure de gin, mais t'es mieux d'y aller qu'autre chose. Puis, parce que c'est du gin, puis moi, j'aime pas le gin. Puis du sucre, puis du citron. Les pirates, vous nous ferez signe, voir si vous avez aimé ça. Un petit épisode un petit peu... comment je dirais ça? Hein? C'est un épisode qui est à côté. Hein?
sur un sujet qui n'a pas trop rapport avec le monde du travail. Ça fait 2 ou 3 qu'on fait comme ça. On avait parlé des pirates en général, on a parlé des femmes pirates aussi à un moment donné. Donc là, on a parlé du rhum. Il y a peut-être d'autres sujets aussi que vous seriez intéressés de savoir qui sont en lien avec les pirates. Faites-nous signe, voir si vous aimeriez ça. On va prendre note. Puis, Maurice, moi, je vais aller me reposer parce que là, mon corps, il dit que non. C'est bon. Les pirates, à la prochaine. Puis si vous buvez du rhum, allez vous inscrire. Si vous n'en buvez pas, inscrivez-vous aussi sur YouTube. Bye bye. Bye. Venez. Abordage! À l'abordage! Ah! Ah non!